Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir et pour commencer l'année 2024, on va interviewer Claire Thomas qui a écrit ce fantastique livre « Nouveau karma, nouveau moi ». Mais Claire Thomas, c'est avant tout une médium, une coach, une conférencière, une femme qui a écrit des bandes dessinées, qui est experte en numérologie et en karma-thérapie. Alors, Claire Thomas, ma première question, qu'est-ce que le karma et qu'est-ce que la karma-thérapie? Ok. Alors, pour moi, le karma, c'est plusieurs choses. C'est une somme d'informations. Déjà, c'est vraiment l'information la plus importante à retenir. C'est-à-dire que tout au long de nos vies, on a cumulé des informations, des blessures, des traumas, des souffrances, des peurs, des émotions. Et toutes ces informations-là, en fait, on les enregistre. On les enregistre dans nos différents corps. Alors, il faut imaginer que ton âme, elle a plusieurs couches. Et dans une couche qu'on appelle le corps karmique, enfin, que j'appelle le corps karmique, eh bien, on retrouve toutes ces informations-là. Mais elles s'encodent aussi à l'intérieur de notre corps physique. Parfois, on a des traumas qui vont s'enregistrer, en fait, dans une partie du corps. Et toutes ces informations-là, en fait, du karma, nous permettent de comprendre certaines blessures que l'on peut rencontrer dans notre vie. Le karma, c'est aussi des actions que l'on va répéter, parce que tant que ces blessures ne sont pas vraiment solutionnées, eh bien on va les reproduire, on va refaire le même schéma, jusqu'à temps qu'on découvre que, ah, tiens, je prends conscience de cette blessure, et là, du coup, on va pouvoir faire un travail corps, âme, esprit. En karma-thérapie, c'est ce que l'on va faire, c'est que je vais voir les blessures de la personne, les traumas, les peurs, l'histoire qui s'est passée, l'origine, pour ensuite, en fait, essayer de libérer cette blessure, cette peur, ce trauma, cette histoire qui en fait nous enchaînait et qui provoquait en fait la reproduction d'un même schéma. Et donc le karma, si tu veux, c'est une loi aussi, c'est de ne pas faire de choses négatives, sinon tu vas récupérer des choses négatives. Une loi très simple, hein, qui est ce que tu vas créer va finalement te revenir, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est pour moi, vraiment pour une personne lambda, c'est de comprendre que toutes les informations, le karma c'est de l'information. L'objectif c'est de rentrer dans le soi, qui est le silence omniscient intérieur. C'est ton silence intérieur en gros. Donc quand tu te libères du karma, tu rentres dans le soi. Tu es au départ dans le moi, dans les mémoires omniscientes intérieures, dans tous tes moi intérieurs, pour arriver au soi, au silence omniscient intérieur. Alors, dans ce livre que j'ai trouvé évidemment passionnant, il y a l'explication qu'en fait, on choisit son incarnation, on choisit ses parents, on choisit sa famille et on choisit ses épreuves. Ah, bien sûr. Ça paraît invraisemblable. Quand on voit certaines personnes qui, hélas, vivent des moments très très durs, on se dit, mais comment ils ont pu choisir ça? En fait, parfois, les épreuves que l'on trouve les plus lourdes sont aussi les plus libératrices. Donc en fait, je prends un cas très simple. J'avais vu l'histoire d'un homme qui est né sans bras et sans jambes et c'est devenu un super conférencier qui parle justement du lâcher-prise, du plaisir de la vie. Et en fait, souvent, on s'aperçoit que les personnes qui ont une très bonne santé, où tout va bien, finalement ont plus de mal à se libérer de leur poids que des personnes qui ont eu des épreuves très difficiles. On dit souvent que avoir vécu des épreuves nous appelle à devenir résilients et à lâcher les choses finalement qui étaient pour nous, pour une personne lambda un peu lourde, pour une personne en fait qui vit une épreuve, finalement ça ne devient plus important, quoi. Oui, mais ça voudrait dire que plus on souffre, en fait, mieux c'est. Est-ce que c'est pas un peu se flageller que de dire que de souffrir à haute dose, finalement, ça nous rapprochait un peu de la perfection? Alors, je dirais qu'il y a un équilibre. Comme disait Bouddha, en fait, c'est même pas lui qui l'a dit, il l'a entendu. À l'époque, il n'est pas encore Bouddha, il est Siddhartha. Il entend la phrase suivante: si tu tires trop sur la corde, elle sonne, elle casse, et si tu ne tires pas assez sur la corde, elle sonne faux. Et l'idée, c'est d'avoir ce juste équilibre. Donc, c'est effectivement les moments d'incarnation où on vit de grandes souffrances sont aussi des moments d'élévation, mais il y a d'autres vies où on va vivre quand même une vie un peu plus agréable, où on ne va pas toujours être dans la souffrance. Et la clé, c'est de sortir de cette souffrance. Parce qu'en fait, si tu veux, le karma, c'est aussi la constitution de l'âme et l'ego, comme je l'explique dans mon livre, et c'est de se libérer des peurs, des émotions et des souffrances. Et ça, c'est ça, la clé du karma. Alors, il y a un passage qui m'a un peu interpellée parce que tu parles des bébés qui meurent très tôt ou assez
proches de leur naissance. Oui. Et tu dis qu'en fait, ils offrent cette existence à la Terre et qu'ils deviennent des anges. Mais comment c'est possible? Comment on peut offrir sa vie à la Terre et comment on peut accepter cette incarnation-là? C'est une acceptation, finalement de libération, de se dire ok, cette partie de vie que je devais vivre, finalement je l'offre pour toutes ces personnes qui sont en souffrance, qui sont dans la peur. Mais ça me fait penser un peu à Jésus. Jésus, quand il disait que les enfants viendront à lui en premier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants qui s'offrent dans leur vie, très jeunes, ils ont une capacité de lâcher en fait toute cette énergie négative, tous ces poids, et en échange, ils vont vraiment donner et offrir de l'amour. Et effectivement, une fois, j'ai vu un monsieur qui avait sa fille qui était très handicapée, et je lui ai dit, écoutez, votre fille, c'est un ange. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre, et en tout cas, elle sera là, elle viendra une protectrice. Mais c'est elle-même qui me l'a dit, c'est-à-dire que ça venait même pas de moi, c'est de son âme, quoi. Et elle était là aussi pour lui faire prendre conscience. Beaucoup d'enfants qui meurent très jeunes aident à faire des grandes prises de conscience pour les êtres humains qui les entourent. Pour leur famille, en tout cas. Exactement. De voir qu'il y a autre chose que la matérialité, en fait. Ça va beaucoup plus loin. Une ouverture du cœur. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience avec toi. J'avais déjà, il y a quelques années, vécu une régression, mais je l'avais fait sous hypnose. Et là, toutes les deux, tu m'as proposé d'essayer une séance où effectivement, tu as vu mes vies antérieures. Alors ça, c'est quand même un truc que j'avais jamais imaginé. C'est que comme ça, en me demandant ma date de naissance, mon nom, mon prénom, tu m'as décrit des vies antérieures et surtout, tu m'as expliqué ce que j'étais venue faire dans cette vie. Et ce qui est dingue, c'est que ça avait du sens. Parce que justement, c'était exactement ma problématique. Et je me suis dit, c'est dingue. Elle a touché vraiment le point sensible où je me dis, effectivement, là, il faut que je travaille là-dessus. Et c'est quelque chose que je n'ai pas tellement expérimenté. Et du coup, je me suis dit, mais comment tu fais? Comment tu as réussi comme ça? Est-ce que tu t'es concentré? Est-ce que tu as un programme informatique où tu incarnes toutes les numérologies, puisque tu es spécialiste en numérologie aussi? Enfin bref, je ne sais pas comment tu as fait. Puis tu ne m'as pas dit une vie, tu m'en as dit une deuxième. Et puis tu m'en as dit une troisième. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et en fait, tout était juste et tout sonnait juste. Et tu m'as dit, voilà ce que tu es venu travailler ici. Oui. Alors, en fait, quand j'étais au tout départ de ma vie de médium, ça a commencé à l'âge de mes 5 ans, la première chose qui m'est venue, c'est une de mes vies antérieures, où je me suis vue mourir en couche, et je me suis vue mourir en couche d'une hémorragie de la délivrance. Ce que j'ai reproduit aussi, j'ai failli mourir d'une hémorragie de la délivrance. Mais je savais que je n'allais pas mourir de cette hémorragie, mais je la redoutais un peu. Et en fait, depuis toute petite, je voyais les vies antérieures, mais je pensais que c'était au départ mon imagination. Oui, bien sûr. Jusqu'au jour où une médium m'a dit « Mais non, mais Claire, ce n'est pas ton imagination ». Et avant, j'avais eu quand même une autre médium qui m'avait raconté ma vie de cette ancienne vie, justement, où j'étais morte en couche. Elle avait eu une connexion avec mon père de l'époque, et là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible ». Cette histoire-là m'a suivie jusqu'à mes 30 ans, puisqu'à 30 ans, je rencontre un homme qui a été l'homme avec lequel j'ai vécu cette vie où je suis morte en couche. Je lui raconte toute cette histoire, il n'y croyait pas du tout au départ. Et puis il m'a dit, mais à 17 ans, j'ai fait un rêve où tu me racontes exactement l'histoire et je n'ai pas pu me rendormir. J'ai pleuré toute la nuit parce je suis morte dans ses bras. Donc, si tu veux, déjà, les flashs que j'ai eus tout au long de ma vie se sont confirmés par des rencontres, par des gens. Et ensuite, en 2015, est arrivée une numérologie qui est arrivée au moment où j'ai pris conscience de ma connexion, on va dire, angélique. Et là, quand j'ai accepté que j'avais cette connexion angélique, est arrivée l'étoile de l'âme. L'étoile de l'âme, c'est un chakra qui est au-dessus de notre chakra couronne. Et en fait, dans ce chakra et dans tous les chakras, en fait, je pense qu'un jour, je vais développer cette technique parce que dans tous les chakras sont encodées plutôt des informations. Et dans l'étoile de l'âme, il y a une facette, il y en a 8 en tout, et dans une des facettes, il y a toute notre incarnation. Pourquoi on est revenu sur cette terre et en fait, j'ai eu accès à toutes ces informations. Donc, aujourd'hui, je forme sur l'étoile de l'âme et c'est que de la numérologie, c'est grâce à ta date de naissance que tu peux reconstituer une partie de l'étoile de l'âme. Et du coup, on peut savoir pourquoi tu es revenu sur cette terre, tes blessures, les problèmes égotiques. Donc en fait, tu fais des calculs en numérologie. Des calculs.
Donc en fait, c'est un mélange de calcul et un mélange des flashs, puisqu'avant, je ne faisais que ça avec mes flashs. C'est-à-dire que quand je rencontrais une personne, j'avais des flashs et je lui racontais toutes ces incarnations passées. Donc, non seulement tu vois le passé, mais en plus tu vois l'avenir. Oui, et je vois même l'avant. C'est-à-dire que, par exemple, mes enfants, là, je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va sortir aux éditions Larousse sur la communication avec les bébés. Mes enfants sont venus me parler 5 ans avant leur naissance. Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre. Donc, en fait... tu étais déjà connectée avant tes enfants, à tes enfants avant qu'ils viennent. Et j'ai eu la sensation de manque. Généralement, quand une personne décède, elle nous manque. Moi, mes enfants me manquaient alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés sur Terre. J'ai jamais entendu ça. Ça fait 6 ans que je suis sur ce site, comme quoi en 2024, après 6 années de recherche, on peut toujours avoir des grandes découvertes. Oui. Je n'avais jamais entendu ça. Et tu as une chaîne YouTube aussi où tu parles de personnalités connues. Oui. Et les gens se connectent à toi pour te demander leur vie antérieure. Et puis tu fais les vies antérieures aussi des personnalités, j'ai vu. Oui. Oui, bien sûr. Et là, à partir de 2024, je vais le faire avec des personnalités qui vont être avec moi en direct, donc sur ma chaîne. Donc Alors, j'ai vu que tu avais fait Michael Jackson, tu as fait Diana. J'ai fait Dalida, j'ai fait Coluche, j'ai fait Obama, j'ai fait Emmanuel Macron, qui a très bien fonctionné d'ailleurs, qui a été dans une de ses vies antérieures, il a été Napoléon. Et c'est extraordinaire parce qu'une semaine ou deux après que j'ai sorti cette vidéo, en Espagne, il y a une députée qui avait traité Emmanuel Macron de petit Napoléon. C'était incroyable. Et c'est là où l'inconscient parle, tu vois, c'est génial. Parce qu'en fait, les gens sont connectés à ça et finalement, ils parlent avec leur inconscient. Et leur inconscient, c'est les blessures, les rencontres, certainement qu'elle a dû rencontrer à l'époque de Napoléon. Et donc, tout se joue. Et puis physiquement, il y a quand même des grandes ressemblances. Ils ont fait une vidéo avec l'intelligence artificielle de à quoi ressemblerait de son vivant Napoléon. Et on voit des traits d'Emmanuel Macron. C'est incroyable. Donc, il en a gardé des traits physiques. Et j'ai vu aussi que tu faisais des prédictions pour 2024. Oui. Où tu prévoyais même pour des pays ce qui allait se passer. Oui. Donc en fait, tu es quand même extrêmement active oui. et tu as une capacité à voir énormément. On dirait qu'avec toi, il n'y a pas de limite. En fait, je crois que l'âme, elle n'a pas de limite en fait. C'est ça la Mais comment clé. tu fais? Parce que tu as des consultations, oui. tu coaches, mais en plus tu as une chaîne, mais en plus tu donnes des conférences, tu écris des livres, tu es une maman. Oui. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que, en fait, comment ça se passe, cette information que tu reçois? C'est de façon naturelle, c'est dans ton sommeil, tu médites, tu leur demandes, comment ça se passe? Alors, en fait, à l'âge de mes 5 ans, j'ai un ange qui est venu devant moi et qui m'a dit « Claire, tu n'entendras pas d'une oreille, tu ne verras pas d'un œil, mais tu entendras d'une autre oreille et tu verras d'un autre œil. » Et ça s'est réalisé? Eh bien oui, forcément, à 5-6 ans, j'arrive à l'école primaire et on fait un test pour les yeux et pour l'audition et pour les oreilles. Donc audition et vue plutôt. Et là, on découvre que je ne vois pas d'un œil et que je n'entends pas d'une oreille. Et donc je le savais déjà. Tu t'en étais pas rendu compte, toi? Non. En fait, pour moi, c'était naturel, en fait. Oui, parce que tu n'avais pas été dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est naturel. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça m'a permis... Tu sais, dans le livre, justement, Nouveau Karma, Nouveau Moi, je parle de comment devenir ou atteindre, je dirais plutôt le mot atteindre, l'état de Bouddha. Et on parle des bodhisattvas. Les bodhisattvas, ce sont des personnes aussi qui, parfois, choisissent une incarnation. Et dans cette incarnation, ils vont s'enlever, ils vont se mettre un handicap. Mais c'est voulu. Et moi, je suis persuadée que j'ai fait ce choix-là. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix pour me permettre de voir autre chose et de ne pas rester que sur la matérialité, sur ce monde-là, parce que j'ai vécu des choses extraordinaires dans cette vie, rien que ça. Rien que de rencontrer un ami qui s'appelle Romain, j'ai gardé la cuillère, parce que pour moi, et qui me prend plein de cuillères et qui me les tord comme ça. Mais il ne te les tord pas comme ça, il te les tord avec l'esprit. Il me les tord avec l'esprit et avec ses mains. Et ses mains sont chaudes, la cuillère est chaude, et il me dit, je fais, mais comment tu fais, Romain? Il me dit, Claire, la cuillère n'existe pas. Oui, alors là, je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je suis d'accord, parce que ça fait un peu Matrix. Oui, ça fait Matrix. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, rien n'existe. Tout est illusion. Tout est information. C'est ça. Et tout est un peu du vide. C'est ça. Et le karma, en fait, c'est un peu se libérer de toutes ces informations dont on n'a plus besoin. De revenir au silence, au mission intérieur. Il y a quand même une limite entre savoir que c'est illusion et cet ami qui arrive à changer les choses. Parce que dans ces cas-là, si tout est illusion, oui. Eh ben, on est assise dans du vide. Oui. Et en fait, les maladies n'existent pas. Oui. Et on est capable de ne pas souffrir, ce qui changerait l'humanité. Parce que si on ne pouvait ne pas souffrir déjà de souffrances psychologiques ou physiques,
Donc il faudrait en fait se dire dans sa tête, je ne suis pas malade, je ne souffre pas et tout va bien. Bah, ça dépend en fait de niveau de conscience. Parce que si tu vois, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire je ne suis pas malade, tout va bien, mais ils vont être dans le déni. Et en fait, souvent, on est souvent dans le rejet de la maladie. Alors, en fait, je réalise que la maladie, ça s'embrasse en fait. Ça se donne, c'est là où ça a besoin d'amour, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement quand on est dans une souffrance psychologique ou physique pour pouvoir justement en sortir? Parce que si le déni n'est pas la solution, quelle est la solution? Eh ben, c'est de l'embrasser, de plonger dedans. D'aimer sa maladie. Ah, de l'aimer, ouais. C'est vraiment ça. C'est d'aller vers cet amour profond. Est-ce que tu peux développer? Parce que c'est pas clair. Oui. Aimer sa maladie. Eh bien, en fait, c'est-à-dire, c'est OK. Pourquoi cette maladie est arrivée dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Qu'est-ce qu'elle me permet de voir en moi? Parce que souvent, quand la maladie arrive, c'est qu'on est arrivé au stade où on n'a pas voulu voir les choses, on n'a pas voulu s'occuper de son corps. Souvent, les gens ne s'occupent pas. Par hasard. Voilà. Et c'est corps, âme, esprit. Donc, ça veut dire qu'après, il faut vraiment aller dans les trois parties, le corps, ne pas l'oublier, l'âme, l'écouter et l'esprit. Et donc, la maladie, c'est vraiment, souvent, c'est le mal qui a été dit. Donc, c'est vraiment d'aller vers cette maladie et de dire, OK, qu'est-ce que tu es là pour m'apporter? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et c'est pas de dire, je suis en colère. Alors, s'il y a de la colère, de l'écouter, cette colère aussi. C'est normal d'avoir de la colère un peu. C'est normal. Mais tu vois, de pas la renier, de l'écouter, cette colère, mais aussi de la comprendre, de l'accompagner, de lui donner de l'amour. Donc, c'est tout un processus. C'est entendre, accepter, comprendre et changer. C'est ce que j'écris dans le livre, d'ailleurs, à un moment. Ouais. Entendre, accepter, comprendre, changer. Et ça fait partie du processus de guérison. Je pense que tout espace, que ce soit une maladie mentale, physique, émotionnelle, eh bien... Qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on est venu apprendre en fait pour ne pas retomber là-dedans? C'est ça. Et pour pas... C'est la prise de conscience. Parce que souvent, quand on est dans le déni, on n'est pas dans la prise de conscience. C'est prendre conscience de, OK, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Voilà. Est-ce que je dois vivre avec... Si je dois vivre avec ça, comment je peux m'accompagner dans cette maladie? Comment je peux l'aimer plus? Et souvent, il y a des guérisons assez incroyables. Hein, tu as accompagné des gens qui avaient des maladies et tu les as un peu aidés à comprendre d'où ça venait pour pouvoir éviter qu'ils retombent ou pas? Alors, il y a eu une personne, c'était assez incroyable. Elle avait des douleurs ventrales. Mais à la base, elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue juste pour une médiumnité. Et je lui dis, mais c'est bizarre, je vois des douleurs dans le ventre, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oui, effectivement, j'ai des douleurs dans le ventre. Je lui dis, est-ce que je peux regarder? Et quand j'ai ausculté son ventre, j'ai vu un bébé. Je lui ai dit, non, mais en fait, il y a un bébé dans ton énergie. En fait, ce qu'on appelle le corps éthérique, on a le corps physique et juste après, on a une couche éthérique. Quand on dit, je n'ai plus d'énergie, eh bien, ça vient du corps éthérique. D'accord. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, quand tu as la vie, tu sais. Eh bien, en fait, le corps éthérique ressemble à ça. C'est ta jauge énergétique. Et dans son corps éthérique, il y avait un bébé. Et je lui ai dit, écoute, ce bébé, il vient de Chine, il ne t'a jamais quitté depuis une incarnation passée, parce que tu as été abandonné par tes parents, parce que tu as été abandonné par l'homme avec lequel tu as fait ce bébé, et tu as accouché et tu es morte avec lui. Et en fait, elle me dit, j'ai eu ces problèmes au niveau du ventre quand je suis partie travailler en Chine. Je me suis sentie abandonnée par ma famille. En plus, elle va en Chine et c'est là où ça se déclenche. Et c'est là où ça se déclenche. Ouais. Elle m'a dit, j'ai fait tous les tests imaginables. On n'a jamais rien trouvé. Et en fait, je lui ai enlevé ce bébé. On a fait tout un processus d'amour, etc. Et depuis, elle n'a plus jamais eu de douleur au ventre. Incroyable. Ouais. Ça a dû la soulager, évidemment, de connaître la cause. Bien sûr. Et surtout de ne plus souffrir. Et en fait, la problématique derrière, c'était l'abandon. De se sentir seule et abandonnée. Et en fait, elle a pris conscience que, OK, quand j'étais en Chine, en fait, ça s'est déclenché, en fait. C'est ça. En fait, c'est ce que j'appelle la Madeleine de Proust. Parfois, on va aller dans des endroits, on va retrouver des personnes qui vont redéclencher des blessures inconscientes dont on n'avait pas... Est-ce que c'est du hasard? Oui, pardon. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Je pense que tout est parfait. Donc, et donc, ça va redéclencher quelque chose. D'accord. Et alors, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand tu dis qu'effectivement... il faut faire attention à ce qu'on dit, aux paroles qu'on prononce, parce qu'effectivement, par exemple, mettons qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse du mal ou qui nous abîme, le fait d'en parler, de le critiquer, etc., on lui donne un pouvoir. Oui, on lui redonne des pouvoirs. C'est très étonnant de voir à quel point cette personne qu'on va décrier, en fait, en parlant de lui, on lui donne encore plus de pouvoir qu'il n'en a déjà sur nous. Exactement. C'est-à-dire qu'en plus, on lui donne du temps, de l'énergie,
Et du coup, lorsque l'on parle de cette personne, forcément, on lui donne une énergie puisqu'on parle de lui, donc on se reconnecte à lui. Il faut imaginer que tu es branché sur son énergie, pouf, tu te connectes à lui et tu parles de lui. En fait, il ne faudrait plus parler de lui. Bah c'est un peu comme le déni alors. Ce serait... Non, c'est pas le déni, c'est de couper les énergies dont tu as plus besoin. Le déni, la différence entre le déni, c'est je veux pas reconnaître, que je suis malade. Je suis malade. Et là, c'est je reconnais qu'il y a eu un souci avec lui, je fais un travail avec lui et ensuite je coupe l'énergie. C'est-à-dire que je veux pas entretenir tout ça. Parce que quand tu es, par exemple, quand tu as un malentendu avec une personne, que tu te sens pas bien, l'idée c'est vraiment de faire un soin, de lui donner la paix, d'être vraiment en paix avec toi-même. Est méchante. Même si cette personne est méchante. Et de comprendre que si elle a été méchante, c'est forcément... Moi, je vais te donner un exemple, c'est très intéressant. J'avais écrit un écolieu, d'accord? Je suis tombée sur une personne qui m'a expulsée de mon propre projet. Donc, tu vois, c'est quand même assez fort. Il y en a certains qui étaient d'accord avec lui, d'autres qui n'ont pas été d'accord. Et quand je me suis connectée à lui, je me suis rendu compte qu'en fait, dans une ancienne vie, il avait été inquisiteur, que j'étais cathare, aujourd'hui j'habite rue des Cathares, qu'il était très amoureux de moi et dans cette incarnation, il avait des sentiments pour moi. Donc, c'est pas par hasard qu'il y avait cette rancœur. Et je lui ai dit non. Et en fait, je me suis aperçue que dans les anciennes incarnations, à chaque fois, je lui ai dit non. Alors, il avait une grande frustration. Donc là, il s'est lâché. Là. Il s'est lâché. Il a fait l'inquisiteur comme dans l'ancienne vie où, là, dans l'ancienne vie, j'étais au bûcher. Là, je suis partie de mon écolieu. Mais ça m'a permis de comprendre, déjà, de guérir avec lui, c'est-à-dire de faire une vraie guérison de paix à paix avec lui. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as dit, je vous en veux pas, monsieur, parce que je sais, ou alors toi, tu l'as fait toute seule par rapport à lui dans ton univers? Alors, moi, je l'ai fait d'âme à âme avec lui, c'est-à-dire que je me suis connectée à lui, on a eu des discussions, j'ai fait aussi un soin avec un ami qui m'a aidé en plus à libérer tout ça, parce que parfois, on peut faire des soins par soi-même. D'ailleurs, ça fait du bien. Il y a beaucoup de protocoles que tu donnes dans ton livre pour pouvoir les faire. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je faisais mes protocoles, plus ça m'ouvrait aussi des portes avec des personnes qui vont me dire « Ah, en fait, tu sais, tu peux travailler ça. » Et du coup, je me dis « Ça tombe bien, j'ai travaillé sur ça. » Et avec un autre soin par derrière, pouf, c'est comme si ça nous attirait aussi avec les personnes parfaites pour finir un travail, tu vois, c'est génial. Donc, mon protocole, quand je le fais, à chaque fois, ça m'ouvre des portes auxquelles je n'aurais pas pensé, qui viennent à moi comme ça, et qui me permettent de guérir et de finaliser un processus. Et du coup, par exemple, avec cette personne, j'avais fait tout un protocole par moi-même. Quand on a fait encore ce soin avec cette personne, et bien en fait, ça a vraiment clôturé l'histoire. Mais j'avais déjà fait ça, et en plus de le faire avec lui, ça vraiment, c'était comme si ça avait clôturé quelque chose. Parce que même si on fait tous nos soins par nous-mêmes, parfois on a juste besoin d'une personne extérieure pour pouvoir justement voir si tout est OK, tout est fini. C'est un peu comme si c'était la personne qui checkait tout, quoi. Et moi, je sens à l'intérieur de moi quand c'est checké. Il y a des moments où je me dis, est-ce que je vais quand même vérifier un peu, faire un contrôle technique de ta voiture, tu sens que ta voiture est bien, et puis d'aller voir un professionnel encore une dernière fois pour vérifier. Je pense que c'est important d'être le plus autonome possible, d'être le plus souverain, mais de temps en temps, d'avoir quand même une personne pour voir si, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce qu'en fait, on est tous connectés, quoi. On est tous connectés. On est tous connectés. En tout cas, merci beaucoup, Claire. Si vous avez la chance d'avoir Claire comme coach, évidemment, vous êtes la plus heureuse ou le plus heureux. Mais sinon, vous avez ce livre formidable où vous avez les protocoles, les prières. Et puis, c'est une Bible, en fait, pour être à nouveau soi et être dans l'unité et connecté à la source. Oui, en fait, c'est très dense. Tout le monde me le dit, tu me l'as dit aussi. C'est dense, mais on n'est pas obligé de tout lire d'une traite. Non, en fait, je pense que c'est un livre qu'il faut lire. Et même moi, je le relis petit à petit. C'est un livre il faut prendre le temps. Tu vois, c'est comme le thé, on a tendance à le boire très vite, mais en fait, il faut prendre le temps, il faut le laisser infuser. Je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment apprécier comme un bon vin. Voilà, vous savez quoi faire en tout cas en 2024. C'est le livre à lire pour vous libérer de toutes vos vies passées ou de tous les obstacles et les frustrations que vous avez vécues. Merci beaucoup, Claire. Merci.